Donc nous avions parlé avec Nourit à un moment du titre, et justement c'était, j'avais fait référence à ce linguiste qui s'appelle Jacobson, Roman Jacobson, et qui, en faisant les fonctions du langage, découvre ou reprend quelque chose qu'un psycholinguiste avait travaillé, mais ajoute une fonction qui se passe tout le temps et que personne ne remarque. Peut-être les psychanalystes avec le jeu sur le signifiant, et il y a ça dans le film en particulier quand Nourit joue avec les mots qui se rapprochent avec l'âme, etc. en hébreu, et il appelle ça la fonction poétique du langage, qui n'a rien à voir, ou tout à voir avec la poésie, mais qui est que dans les paroles émises, dans leur rythme, dans leur tonalité, il y a une fonction poétique, et qui n'est pas déjà la poésie, mais qui existe du fait du langage même. Et c'est la même fonction qui existe dans ce qu'on appelle la fonction métalinguistique, c'est-à-dire celle qui permet de parler la langue. Et lui, il prend comme exemple un slogan américain qui est « I like Ike ». Donc pour montrer qu'il y a cette répétition possible, et c'est ça la fonction poétique. Donc nous sommes dans la poétique. Alors je vais juste donner d'abord quelque chose qu'à mon avis la première fois qu'on voit le film on ne voit pas, qui est l'hyperconstruction du film. Je vais donner un exemple, non deux. Ça commence par la mémoire qui va parler de l'avenir. Et en Sermet, le dernier parlant, va effectivement aussi parler du devenir. Pendant tout le film, la relation à l'autre, l'altérité mais la nécessité de l'autre, la singularité, la plasticité va être dite de façon récurrente, diverse, pas tout à fait la même, pas tout à fait une autre façon de dire, mais toujours insistante. Ça, c'est tout à fait intéressant pour des psychanalystes, c'est-à-dire que ce soit les neurosciences qui le disent d'abord. Évidemment, le dernier est un psychiatre psychanalyste, donc ça nous ira bien. Mais le poème le dit aussi au début. Oui, le premier, les deux premiers vers. Oui, oui. Et l'autre, la construction, vous entendez qu'elle travaille avec expirer, respirer. Et les premiers mots dans Sermet, ça va être sur la mort, la vie. C'est-à-dire que c'est hyper construit. Et que, en le revoyant, on le voit très 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 nettement. Maintenant, je pense que chacun ou chacune d'entre nous va être plus attiré par telle ou telle expérience. Je sais que Nourit est particulièrement attiré par ce qui va se découvrir ou s'est découvert sur la lecture. Moi, ce qui m'a le plus attiré, et vraiment en le revoyant aussi, c'est sur l'odeur. Toute petite, dès qu'on vit en dortoir, en colonie de vacances, on se demande pourquoi effectivement toutes les filles ont des règles. Quand tout d'un coup, il y en a une qui dit « Ah ben moi c'est cette semaine »,« Ah ben non, moi c'est dans 15 jours », et puis le lendemain « Ah ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé ?» On a, je pense, toutes, je ne sais pas messieurs comment vous avez une expérience semblable, mais en tout cas, nous toutes les filles, on a cette expérience étonnante, et on ne comprend pas pourquoi, et voilà tout d'un coup que ce chercheur nous l'explique. Autre construction, elle pose une première question au premier chercheur, comment tu es devenu chercheur? On aura toutes les réponses des autres sans plus avoir la question, puisque ça va être ça qu'elle la pose. Et que pour certains, ou certaines même, on voit que c'est un peu le phénomène du hasard, alors que d'autres reconstruisent, et ils le disent, reconstruisent une sorte de nécessité individuelle, singulière, etc. Mais tous vont dire peut-être, vont dire que c'est une reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a une modestie aussi de ces chercheurs qui est patente, apparente. Et ça, c'est tout à fait enthousiasmant. La nécessité de la relation à l'autre, l'interaction, comme ils peuvent dire, et puis aussi le fait que, bon, voilà, ils ont trouvé ça, c'est formidable, c'est nous qui l'avons trouvé, certains le disent très glorieusement, mais en même temps, bon, il y a encore tous, par exemple, celui qui parle de l'odeur, l'odeur, c'est Noam Sobel, la façon dont il montre
qui est très précisément, vous voyez, vouloir avoir la maîtrise de la structure moléculaire, pouvoir dire l'odeur, avoir l'odeur, pouvoir dire la structure moléculaire, et en même temps, bon, c'est pas fini, il continue à chercher, etc. Et puis, bon, hommage au maire, avec. Alors, c'est très. Il y a une question que je voudrais poser, c'est constamment, je me suis demandé pourquoi ces mouvements de feuilles, d'arbres. Il y a un moment, une image d'arbre, j'ai d'abord cru que c'était un tableau abstrait, tant c'est magnifique. Et puis, bon, la caméra s'éloignant, on voit que c'est un arbre, on voit que c'est du bois, on voit que c'est un arbre. Et effectivement, pendant la première fois que j'ai vu le film, que je voyais ces images flottantes, je parlerai après des images inversées, je me disais pourquoi le vent, pourquoi les feuilles, le vent, pourquoi le vent. En fait, elle va le prononcer à un moment, et le vent, ça va être le souffle. Après tout, c'est du latin. Anima, c'est le souffle et c'est l'âme. Hein. C'est l'esprit, etc. Donc vous voyez, même au niveau des vocables, de la bande-son, et elle a fait remarquer tout à l'heure le premier poème, c'est-à-dire tout est hyper travaillé. Et alors les fenêtres, alors ça c'est quiconque connaît les films de Norita Vive, c'est qu'effectivement, en particulier dans le premier d'une langue à l'autre, il y a d'ailleurs une image de réverbère à un moment qui est quasi dans un des premiers films sur la langue. Alors on a effectivement des fenêtres, on interviewe les personnes debout d'abord, et puis près des fenêtres, enfin dans leur bureau près des fenêtres. Là il y a aussi les récurrences de fenêtres, de rideaux, et elle fait une interprétation sur cette première fenêtre de salle à manger dont l'odeur la titille un peu quand ça devient ce plastique vert. Alors, j'ai pensé à toi et à quelque chose qui s'est connecté pour moi avec un exposé que j'ai fait la semaine dernière sur le style. C'est que, en indo-européen, Piquet a pour racine sti, S-T-I. Et cette racine indo-européenne a donné stylein en grec, stylus en latin, et stylé au Moyen-Âge, style en français contemporain. Donc le symptôme est le style. Le symptôme est le style de l'analysant, ou le symptôme, le bout de la langue qui pique, avec l'homophonie langue et langue en hébreu comme en français, est le symptôme de la cinéaste. Le style, du coup. Donc, ça c'est juste pour toi. Ça fume. Ça voilà. C'est vraiment un scoop. Voilà. Ça va, non? Alors les arbres et les feuilles, et puis à la fin, alors ça c'est quand même étonnant, quand je le revois j'y pense aussi. Donc tu nous fais un peu de Lacan avec les images inversées des arbres et du rêve. Et puis après il y a ce rêve, très très étonnant. Et là, ma chère, bizarrement, on passe chez Jung. Parce qu'on est dans la caverne tout à fait archaïque. On a un rêve quasi prémonitoire. On retrouve les poteries enfin, avec une incertitude, puisqu'il y a le fait que ça peut être ceci ou ça peut être cela. Et puis il y a une femme ancienne, palestinienne, parce que ça c'est ton point de vue, toujours dans tous les films, ça finit par un Palestinien. Hein? Donc c'est un peu important politiquement. Donc cette femme, donc on est bien dans une mer un peu des profondeurs, qui raconte que ça peut être ces poteries. Et effectivement tu commentes que tu vois ces poteries très anciennes, puisque de divers âges de la terre et de la civilisation. D'ailleurs il y a quelqu'un qui dit aussi que, alors je ne sais plus lequel, tu vois, maintenant ça se confond, sur le langage, cette chose de langage extraordinaire. Moi, j'ai été professeur de linguistique pendant assez longtemps, et j'ai d'abord appris que les langues avaient à peu près 6000 ans, puis ensuite 40 000 ans, parce qu'il faut, pour qu'il y ait des langues, il faut qu'il y ait des cordes vocales. Or, le problème, c'est que les cordes vocales sont des muscles, et donc sur les squelettes qu'on trouve, même les plus archaïques, on ne trouve pas les cordes vocales. Donc on hésite entre 40 000 ou 140 000 ans. Mais je trouve ça passionnant, pour une petite vie d'environ 70 ans, d'avoir appris qu'il y avait peut-être du langage il y a 6 000 ans, puis 40 000 ans, puis maintenant 140 000 ans. Donc on ne sait pas
En fait, on ne sait pas. Hein. Et puis, c'était pareil avec les langues. Quand j'étais élève, il y avait 100 langues au monde, parce qu'il y avait que les langues écrites qui comptaient. Puis quand je suis devenu professeur, il y en avait 3000. Et puis maintenant, on ne sait pas trop, parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui adviennent, et puis, en fin de compte, personne n'a eu capacité, non seulement de les parler, mais de décrire même toutes les langues. Alors, voilà, il y a des choses aussi qui sont importantes. Par exemple, pourquoi moi je me suis intéressée aux neurosciences, ma chère, il y a des psychanalystes qui s'intéressent aux neurosciences, c'est parce que j'ai entendu parler de choses que faisaient les neuroscientifiques qui étaient quand même un peu bizarres. Par exemple, de mettre des électrodes à un chat, de le martyriser un peu, puis ensuite de mettre un autre chat en face de lui, sans plus martyriser le premier, mais en martyrisant le deuxième et en regardant ce qui se passe. Et le premier, à qui on ne faisait plus rien, se mettait à avoir les mêmes zones de souffrance que celui qu'on martyrisait. Ce qui me montrait bien que quand on a des bébés ensemble et qu'il y en a un qui pleure, ben les autres se mettent à pleurer. Peu à peu, ça s'est appelé neurone miroir. Donc, ça a conforté. Ce qui a été très intéressant dans ce film, c'est de voir que ça se passait pour les humains aussi. Parce que pendant très longtemps, les expériences des neuroscientifiques, il le dit aussi, travaillaient sur les animaux, soit les singes, soit même les chiens, comme il raconte, ou moi j'avais entendu sur les chats. Deuxième colloque que j'ai lu de neuroscientifique, c'était l'insistance sur la singularité du cerveau. Comme il dit, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et cette neuroscientifique que j'écoutais disait, on n'a pas le même cerveau, aucune personne, chaque cerveau est unique. Et même pour nous, il est chaque fois en devenir, en dynamique. Et je trouve que du coup, j'interprète les images de feuilles qui bougent, de vent, tout ça, comme dynamisme constant. C'est-à-dire que tu nous amènes dans ce dynamisme. Donc ça va aussi du côté de la relation à l'autre, la singularité, l'unicité, la plasticité. Donc c'est un film super optimiste en même temps, parce que vous imaginez. Alors il y avait quelqu'un qui était très décrié, que moi j'ai côtoyé dans mes études, et qui s'appelait Konrad Lorenz. Et Lorenz disait que l'humain était plastique. À 70 ans, il peut encore apprendre une langue, que c'est pas comme les oies. Bon, pour diverses raisons politiques, ce chercheur était un peu mis sur la touche, mais il a toujours, moi je m'en suis toujours souvenu parce que j'avais même noté son bouquin, parce que c'était un moment où, par exemple, dans les études de linguistique, on disait qu'à un moment ça s'arrêtait. Moi, je ne pensais pas cela. Et puis, je m'opposais constamment à mes professeurs sur le bilinguisme. Je suppose que les gens qui ont un peu plus de 50 ans ici savent qu'effectivement, à un moment, les psychologues ont été très contre le bilinguisme. C'est-à-dire que quand dans une famille, on pouvait pratiquer plusieurs langues, on interdisait quasiment aux parents, moi j'en suis un exemple, on m'a enseigné dans une seule langue, on m'a éduqué dans une seule langue, alors que mon frère a pu être engagé dans le langage avec les deux langues que parlaient nos parents. Mais, bon, vous voyez, il y a eu une différence. Bon, c'est comme pour les gauchers et les droitiers, le fait qu'on interdisait d'écrire de la main gauche, alors qu'après un moment, on a permis. C'était disons, depuis la deuxième moitié du XXe siècle à aujourd'hui, c'est un siècle qui s'est un peu rendu plastique. Après, on va voir ce que ça va donner, mais c'est tout à fait intéressant. Et ce que dit la linguiste, la psycholinguiste de l'ENS, moi, ça ne m'a pas du tout étonné. Tout ça, je le sais depuis très longtemps. Ce qui est très intéressant avec les neurosciences et l'imagerie fonctionnelle, c'est qu'on le voit. On voit ce que nous disions, que j'enseignais, que les enfants doivent, pour entrer dans une langue, perdre la capacité qu'ils ont, non seulement acoustique, mais articulatoire. C'est-à-dire qu'un bébé, il naît à Paris, puis vous le mettez tout de suite avec une famille chinoise, même pas besoin d'aller en Chine, il suffit que la famille chinoise lui parle chinoise, il parlera chinois, et elle n'a pas dit cette chose étonnante pour nous, c'est que ce n'est pas seulement des accents, ce sont des tonalités. C'est-à-dire, je ne peux pas faire en chinois ce que je suis en train de vous faire, c'est-à-dire de mettre des accents d'intensité sur quelque chose. Parce que la langue a modélisé cela. C'est-à-dire, si je dis ma, je dis quelque chose. Si je dis ma, si je dis moi,
c'est tout. Il y a 4 mâts avec 4 tonalités différentes pour faire. C'est pareil en bambara. C'est pareil dans certaines langues africaines. Donc les enfants qui arrivent au monde entrent dans le monde en pouvant entrer dans toutes les langues, articulatoirement et acoustiquement. Et comme elle a fort bien dit, au bout de 3, 4, 6 mois, il doit perdre ses possibilités articulatoires et ses possibilités acoustiques pour entrer dans la langue. C'est pourquoi un enfant français aura du mal à faire le R apical, que pourtant ses arrière grands-parents parlaient, c'est-à-dire R. Donc quand il apprendra l'italien ou l'espagnol ou le russe, il aura quelques difficultés, puisque on s'est mis, depuis la Révolution française, à utiliser une prononciation qui se faisait au XVe siècle, mais qui était poissarde, vulgaire, et qui était re, et pas re. Hein? Le re et le roi, c'est tout à fait indice de 1789-94. Bon. Donc, un enfant français aura cette difficulté-là, comme elle a dit pour U. Alors, bon, pour les Anglais, dire la rue devient un exploit. Et le U, qui articulatoirement pour presque toutes les langues est très compliqué, est une gymnastique. C'est très drôle quand on fait un cours de linguistique. C'est une gymnastique où il faut dire aux étudiants étrangers que la langue et la bouche sont dissociées, alors que dans la plupart des langues, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on met la langue au fond de la gorge et on arrondit les lèvres, ça donne OU. Et puis on écarte les lèvres, puis on met la langue devant. Donc ça fait de OU à I. Et les langues françaises, puisqu'il y a diverses façons de prononcer, toutes les langues françaises dissocient la langue et la bouche, et les lèvres. Donc c'est une gymnastique sexuelle extraordinaire, corporelle et sexuelle. C'est-à-dire qu'on fait des choses avec la langue et avec les lèvres que d'autres langues ne font pas. Donc vous comprenez bien que quand on fait un cours de français langue étrangère à des étrangers, c'est assez drôle de leur montrer cette gymnastique extraordinaire que font les lèvres et les langues qui parlent français. Et ça, c'est pour chaque corps. Bon, en même temps, on se débrouille plus ou moins, on fait comme on veut, et puis on y arrive. Mais les étrangers ont quelques difficultés. C'est bien la structuration que raconte cette psycholinguiste de l'ENS. Alors, en plus, je suppose que vous avez appris un certain nombre de choses. Je dis, moi, ça m'a conforté sur les neurones miroirs, et ça m'a absolument fasciné sur l'odeur. Parce que vraiment, on disait que c'est la première chose que perçoit l'enfant. C'est pour ça que Dolto nous faisait confier aux mères qu'il fallait absolument mettre un mouchoir sous l'aisselle, emmener le mettre près du nez du bébé. Je ne savais pas que les capteurs étaient là, mais on croyait que c'était là, mais enfin maintenant on le sait. Dolto ne se trompait pas trop, puisqu'elle disait il faut que l'odeur de la mère accompagne le prématuré en particulier. Donc l'odeur, très important. Alors donc Noam Sobel, je vais essayer de me souvenir. Bon, c'est un peu magique ton travail. Merci, vraiment. Je répondrai peut-être après à quelques questions, mais je voudrais d'abord que tu dis toi quelque chose. Moi? Ah, moi? Ah, toi, et si tu veux, tu me demandes aussi. Non, non, mais oui, bien sûr. Écoute, c'est vrai qu'il faut le voir 2-3 fois. Ce qui est tout à fait intéressant, parce que c'est, comme tu l'as dit, Anne-Marie, c'est un film très structuré. C'est un film très structuré qu'il faut voir 2 ou 3 fois. Voilà, je répète. C'est-à-dire que le début est formidable avec ce monsieur israélien, Dodai, qui nous explique la mémoire, que quand je vais me souvenir de quelque chose, je vais modifier le souvenir, sans compter même quand on en parlera à quelqu'un, ça sera encore plus modifié. Et que cette modification s'inscrit dans ses recherches, dans ses travaux, dans ses histoires de traces électroencéphalographiques ou autres, et que ça se termine quand même par l'imagination. Le mot, c'est l'imagination, c'est-à-dire le rêve. Voilà, il y a quelque chose qui du rêve s'indique là. Ensuite, on va passer au neurone miroir, qui est tout à fait, comme tu dis, quelque chose de tout à fait fascinant, qui fait que ça introduit l'autre. Bah, c'est une découverte qui date de pas mal de milliers d'années, qu'il faut de l'autre pour parler, et que le neurone miroir viendrait localiser quelque chose tout à fait intéressant au niveau émotionnel, au niveau de la colère et de l'agressivité, au niveau de la caresse. Et moi, je me posais la question,
Est-ce que ce monsieur peut nous dire quelque chose sur l'orgasme? Est-ce que l'orgasme est corticalisable? Puisque dans le langage, il n'y a pas tellement de mots pour définir l'orgasme. On va le définir par des adjectifs qui appartiennent à d'autres organes des sens. C'est gros, c'est chaud, c'est bleu. On s'en souvient dans le cortex. Mais ce n'est pas inscrit comme tel parce que la langue, ou du fait qu'il se trouve que dans le cerveau et la langue, il y a quelque chose qui manque. Et est-ce qu'on peut introduire la notion du manque et de l'absence dans tout ça, dans la neuroscience? Comment ça se parle? Et en fait, ils en parlent, oui, tous. Voilà. Et donc, comment la dimension de l'absence, et même de l'absence de jouissance, donc, peut s'inscrire? Alors, la question qui est posée à travers ces neurones miroirs, c'est effectivement l'agressivité, mais aussi bien, puisqu'on est dans des actes actuellement fous dans le monde, comment au Rwanda, moi j'ai pu travailler un tout petit peu, un type commence à couper à la machette, à côté ça va suivre et ainsi de suite. C'est la jouissance de l'un entraîne la jouissance de l'autre, meurtrière. Est-ce que les neurones miroirs en savent quelque chose? Bon, c'est une question politique peut-être complexe. En tout cas, il parle d'agressivité, donc je peux le dire. Ensuite, on va passer à d'autres moments du film qui sont justement très bien, disons, linéairement en tout cas placés, avec la question probablement de la lecture, et la question de bilinguisme ou multilinguisme, et la question de la lettre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du film, où M. Ansermet, à la limite, ramasse le tout et nous met face à des enjeux qui sont très proches de notre pratique. Mais moi, ce qui m'a beaucoup, je voudrais dire, dans la présentation des films qui vont passer de toi ou qui sont indiqués comme étant tes films, il y a une image, je pense que c'est dans l'annonce, il y a cette femme qui dit 22 lettres, il y a 22 lettres, qui sont gravées par le larynx, si j'ai bien compris, par la voix, et qui ensuite sont taillées par le souffle. Et ça, c'est magnifique. Non seulement c'est magnifique, mais c'est freudien. On ne peut pas dire plus freudien, c'est-à-dire que... C'est un texte mystique. Hein. Mais je suis bien d'accord avec la mystique à ce moment-là. Mais ce qui se dit là, c'est combien la lettre, qui est de l'ordre du visuel, va être pris en compte par le vocal, l'objet phonique dont parle Freud, l'objet vocal, et que cette image visuelle de la lettre va ensuite être pris en compte par ce que Freud appelle l'innervation, c'est-à-dire l'investissement, qui fait qu'à un moment donné, du mot peut surgir. Et Freud a un texte qui s'appelle « Contribution à l'étude sur les aphasies » de 1897, qui est un prodigieux avancée d'intelligence sur la problématique, on pourrait dire, neuronale vue par Freud. Bien sûr, les localisations, il ne les avait pas, mais enfin, il les supposait, on les supposait déjà, pas mal. Par Dégérine, justement, en 92-1800, décrit quelque chose localisable. Bon, passons sur les localisations qui sont un enjeu radical, avec maintenant, aujourd'hui, il y a des chiffres, 22, 44, etc. Bon, le lobe temporal postérieur, la calcarine, bon, tout ça, moi, j'ai un peu connu pendant mes études, et c'est assez bien foutu dans l'enseignement. Mais combien Freud va décrire quelque chose qui me paraît vraiment sérieux, c'est combien, et je crois que c'est différent, ça nous laisse sur l'impossibilité désormais de différencier l'âme et le corps. Tu disais que le langage est dans le corps, l'âme aussi, quelque part, ou inversement, mais combien il va décrire dans le monde des objets et le monde des images verbales, et que c'est pas un objet, justement, il décrit des objets qui ont des associations entre elles, ça produit des associations qui sont dans un système finalement non clos, qui est infini. Il peut y avoir, justement, l'odeur y est, on peut mettre le tactile, il a un exemple sur le tactile qui est très intéressant, Freud, dans ce texte, et c'est vrai qu'il en parle quelques fois du tactile, il en fait un objet partiel, comme nous disons. Alors ces objets partiels, comme on dit, c'est-à-dire les objets de la pulsion, existent et s'articulent de façon infinie. Mais pour produire le mot, un mot, Freud avance l'idée que c'est par la prédilection, la primauté de l'objet vocal que cela va donner une possibilité d'une image visuelle qui va passer du côté de l'image phonique, c'est-à-dire du mot. Il a toute une articulation qui fait qu'il va décrire 3 sortes d'aphasies qui vont rejoindre celles que décrivent les neurologues aujourd'hui. Hein, une aphasie de premier ordre qui touche le mot parce que c'est le plus fragile, une aphasie de deuxième ordre qui va toucher le système moteur, parce qu'il y a des images motrices vocales aussi bien, qui vont donc toucher le système moteur, et une troisième sorte d'aphasie qu'il appelle une agnosie,
qui rejoint l'aphasie de Wernicke. C'est-à-dire que ça rejoint les enjeux des neurologues brillants comme Broca et Wernicke qui ont donné des noms aux zones qui produisent la parole ou qui produisent la sensation, le sensoriel. Et là, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément. Tu tapes un peu là-dessus, un peu de façon poétique. C'est à la fois trop peu et ça nous incite à travailler. Et il faudrait le travailler plus, mais ça, c'est un autre moment, bien sûr, et chacun pour soi. Et c'est là où moi, je crois que l'enjeu de comment ça jaillit un mot, pour Freud, il a une idée, c'est-à-dire c'est par l'innervation. Je trouve ce mot impressionnant. C'est aussi bien la pensée que l'investissement libidinal, et que ça ne peut pas fonctionner autrement. C'est là où, quand il y a cette cessation de l'innervation, ça donne cette troisième forme d'agnosie, c'est-à-dire l'aphasie agnosique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'articulation possible. Ça devient un peu le chaos neuronique. Et là, il y a une problématique. Alors, il y a d'autres choses qui vont me venir peut-être en parlant plus dans la discussion. Voilà, moi j'ai présenté ce que je voulais te dire. Ça va? Oui, de revenir à Freud. C'est une bonne attends, idée. non, c'est pas de revenir à Freud. Ah, non, mais c'est une bonne idée. Quand même, pour lire, pour faire une lecture. De toute façon, c'est bien la lecture, de revenir à Freud, les esquisses aussi. Ah ouais, non, la lecture, c'est que pour toi, d'un coup, tu découvres que tu peux lire. On a notre fille à qui c'est arrivé à peu près de la même façon. Elle pouvait lire les noms des magasins. Tiens, je sais lire. Parce que, pourquoi Freud le dit? Parce que le mot a été répété. Parce que l'enfant se répète le mot. Par exemple, il lui arrive le mot, je dis comme ça, chocolat chaud marron. Le bébé va entendre rond, ou ma, il va répéter, ça va signifier plein de choses, notamment ce chocolat chaud marron. Et le jour où il verra écrit sur un magasin ou je sais pas quoi, restauration rapide, chocolat chaud, il saura le lire. C'est pas magique, c'est pas magique. Ouais. Moi, à l'époque, quand j'avais 6 ans, je pensais que c'était magique. Parce que c'est passé du jour au lendemain. Mais ce que ça me fait pas... Parce que vraiment, la veille, je ne savais pas lire. Et tout d'un coup, j'ouvre un livre et je sais lire tout. Ça, c'était pour moi, à l'époque, magique. Et j'ai compris qu'il y a un inconscient. C'est-à-dire, pas un inconscient freudien, mais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre âge. Ça, c'était conscient, comme moment. Et ce que me fait penser que quelques années plus tard, il y avait des gens qui se sont installés au 4e étage de là où, de cette, et c'était marqué sur la porte. Tout de suite, je vais vous dire quoi, mais c'est-à-dire que quand j'allais chez des nouvelles copines qui venaient d'Amsterdam, une fille, et je sonnais à la porte, et j'attendais très très longtemps. Donc j'ai lu, comme tu dis, souvent le même mot, voilà. Et c'était marqué Machalot Atzabim Veruach. Ça veut dire des maladies, des nerfs et du vent. Pour moi, c'était marqué du vent. Et moi, les nerfs, je savais, j'avais 7 ans, mais les vents, je ne savais pas. Donc il était... Bon, maladie à l'époque, on l'appelait maladie de l'esprit. Esprit et vent, c'est la même chose. Donc moi, j'ai lu ce mot rouar, qui réapparaît là. Et sous sa forme, oui, que c'était les vents, l'esprit, l'âme et tout ça, mais le vent. Donc ça explique le vent que tu me demandes aussi, parce que vraiment, quand je sortais de chez Noam Sobel, qui parlait de réach, qui est l'odeur, il y avait beaucoup de vent. Et je filmais les arbres, et c'est la première fois que j'ai entendu que c'est réach, odeur, et rouar, qui vient du 4e étage. Du 4e étage, et qui entre-temps est venu aussi esprit et l'âme et tout ça. Ils sont liés, ce que j'ai jamais entendu avant. Parce que par hasard, le hasard a fait qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. En sortant, donc, de parler de réach, odeur, donc le rouar, vent, était là, et du coup j'ai entendu aussi Neshama, bon, respirer, expirer, que j'ai jamais entendu avant. Donc il faut les faire être dans cet état de faire un film pour entendre des choses que j'ai jamais entendues avant.